on va commencer avec la maladie valvulaire aortique et en particulier le remplacement, le rétrécissement aortique serré, qui est une pathologie assez fréquente chez le sujet âgé. On estime que c'est à peu près 10% des patients après 80 ans. Et le traitement classique de cette maladie est en fait le remplacement valvulaire chirurgical. Alors un grand nombre de patients étaient laissés de côté parce que ne pouvaient être traités chirurgicalement en raison de leur fragilité. Et une nouvelle technique s'est développée qui s'appelle le remplacement valvulaire aortique percutané et qui consiste en fait à glisser une nouvelle valve dans l'ancienne. Donc on laisse en place la valve malade et on en rajoute une autre à l'intérieur. Ça permet d'éviter d'ouvrir la cage thoracique, d'arrêter le cœur et de faire le remplacement valvulaire. Alors la France a beaucoup contribué à cette innovation puisque l'inventeur de la technique est Alain Cribier de Rouen, donc il a fait la première implantation en 2002 et la technique a connu son essor dans les années 2007 et maintenant on arrive à maturité puisque dans certains pays le remplacement valvulaire aortique percutané a dépassé le remplacement valvulaire aortique chirurgical. Donc on a aussi dans la salle un des pionniers de la valve aortique Corvalve, qui est Georg, qui a inventé en fait cette valve et actuellement elle se partage le marché avec la valve Edwards. Donc vous voyez un petit peu ici l'histoire avec quelques années de recul et puis aussi les projections à venir, et donc vous voyez un petit peu le marché qui est estimé. Donc c'est une technique qui est pleine d'espoir et qui le démontre tous les jours. C'est plus maintenant une innovation, mais c'est une technique mature et qui maintenant se dirige vers des patients moins à risque qui étaient classiquement des candidats plutôt pour la chirurgie classique. Alors quand il y a une innovation qui arrive et qui se développe, évidemment on ne résout pas tous les problèmes. Il y a beaucoup de problèmes connexes qui demandent à être pris en compte et pris en charge. Et c'est le cas des thromboses de valves. Alors vous savez que tous les dispositifs médicaux implantables qui sont mis au contact du sang, par définition, ils thrombosent. Il y a une réaction de rejet. Donc c'est vrai pour les stents coronaires et c'est vrai en particulier pour les valves. Et il faut des traitements fluidifiant le sang pour éviter la formation de ces thrombis. Donc vous pouvez voir sur la gauche une valve explantée et vous voyez qu'elle est couverte de thrombis. Et donc il faut des traitements fluidifiants. Et vous voyez sur la droite ce qu'on peut voir au scanner, et ce que fait Alban Redeuil maintenant tous les jours. Donc lorsqu'on contrôle au scanner ces patients chez qui on a implanté ces valves percutanées, vous pouvez voir ici des petites images noires qui se forment. C'est des caillots qui se développent progressivement et qui peuvent aboutir en fait à la dysfonction de la prothèse qu'on a mis. Et donc il est important de pouvoir savoir quel est le meilleur traitement fluidifiant le sang pour éviter ces complications. Et à partir de ces caillots, parfois, se font les accidents vasculaires cérébraux. Donc on est dans une population fragile, la moyenne d'âge du remplacement valvulaire aortique percutané, ça reste au-delà de 80 ans en France, et vous comprenez que ce sont des patients qui ont des comorbidités, et lorsque ils sont exposés au traitement fluidifiant, ils saignent. Et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation pour savoir quel est le meilleur cocktail à donner à ces patients, justement pour éviter ces complications. Et donc c'est l'objectif de l'étude Atlantis, qui est une étude qui est conduite par Action, dont la promotion est assurée par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, et pour laquelle nous avons plusieurs sponsors, en particulier les industriels du médicament, mais également les industriels des valves. Cette étude est une étude académique et qui est conduite actuellement dans une cinquantaine de centres à travers l'Europe. Donc je vous fais brièvement le dessin de cette étude. L'objectif en fait c'est de comparer une molécule innovante qui s'appelle l'apixaban, qui est un anticoagulant qui fait moins saigner que les anticoagulants classiques, c'est-à-dire les antivitamines K. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les antivitamines K, c'est ce que vous avez dans vos caves pour tuer les rats, c'est ce qu'on appelle la mort aux rats, donc on le donne couramment à l'homme. Et l'objectif de cette étude, c'est de comparer un anticoagulant moderne à un traitement qu'on dit standard, qui n'est pas défini à l'heure d'aujourd'hui, puisqu'on ne sait pas ce qu'il faut faire.
Donc de ce point de vue, c'est une étude qui est très innovante et l'objectif c'est de démontrer que cette nouvelle molécule pharmacologique qui est approuvée dans de nombreuses autres indications fait mieux que le traitement standard qui est laissé au libre arbitre des investigateurs pour prévenir des événements chez des malades qui ont eu l'implantation d'une valve percutanée. Et vous voyez que les événements qu'on va regarder sont multiples. Il y a les accidents vasculaires cérébraux, il y a le décès, il y a la thrombose de valve, il y a les hémorragies, parce que ce sont des gens âgés et qui font beaucoup d'événements. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on a ouvert 55 centres à travers la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, et puis bientôt, on espère que nos collègues anglais, malgré le Brexit, participeront à cette étude. Donc c'est évidemment un grand défi pour l'assistance publique et pour Action. Et vous voyez que le nombre de centres qui étaient prévus et qui ont été mis en place ces 4 derniers mois, on a, rempli le cahier des charges. Et vous voyez ici la courbe d'inclusion depuis le début de l'année, puisqu'on a commencé. Donc on a commencé tranquillement. Et puis là, à l'heure d'aujourd'hui, en mai, on arrive à 50 patients par mois. Donc vous voyez que la courbe de recrutement va arriver à peu près à être parallèle à la courbe prévue. Et donc on a bon espoir de pouvoir terminer dans les temps. Et la première qualité d'une étude, c'est de pouvoir la terminer. Donc on a ouvert les centres. Les gens sont très motivés parce que c'est quelque chose de nouveau et qui a la possibilité de faire changer les recommandations. Alors maintenant, on va passer dans un autre registre qui est l'innovation sur les dispositifs médicaux implantables et sur la valve mitrale. Donc la valve mitrale, c'est une valve qui est beaucoup plus complexe que la valve aortique. De par son fonctionnement, de par son anatomie et de par la pathologie qui est associée. Et classiquement, lorsque la valve mitrale fuit ou est rétrécie, on essaye de la réparer chirurgicalement et c'est le travail du chirurgien. Mais c'est une valve parfois qui reste saine et qui fuit parce que le muscle est malade. Et en particulier dans le post-infarctus ou lorsque le cœur se dilate. Et ces patients sont souvent plus fragiles que les autres et la réparation chirurgicale ou le remplacement chirurgical est difficile et c'est pour ça qu'il a fallu développer des approches percutanées où on n'est pas obligé, encore une fois, d'arrêter le cœur, d'ouvrir le sternum pour réparer ou changer la valve. Et c'est ce qu'on appelle le traitement percutané de la fuite mitrale ou de la valvulopathie. Alors à l'heure d'aujourd'hui, il y a plusieurs techniques et en particulier l'une des techniques consiste, vous voyez, à mettre des clips, c'est comme des petites pinces à linge que vous voyez au bout de ma flèche, et cette pince à linge en fait va venir prendre les deux feuillets de la valve mitrale que vous voyez ici, se refermer pour diminuer, si vous voulez, la surface de l'ouverture de la valve et diminuer la fuite. Alors cette technique est innovante, elle est sur le marché, elle marche, mais malheureusement elle ne peut pas s'adresser à tous les patients qui ont une fuite mitrale importante et qui ne sont pas candidats en remplacement valvulaire chirurgical. Et donc c'est pour ça qu'il faut développer des nouvelles techniques et en particulier avec la société iLife qui est représentée ici par Georg Börstein, on travaille sur des nouveaux concepts de valves percutanées qu'on va pouvoir implanter. Et comme je vous l'ai dit, l'anatomie est plus compliquée que la valve aortique et on ne va pas pouvoir s'appuyer sur les structures anatomiques pour les remplacer. Et donc, il faut être innovant et penser à des nouvelles approches. Donc, Georg parlera peut-être de sa compagnie, qui est une start-up qui a été financée avec quelques ingénieurs et Georg est l'un des inventeurs de la core-valve. Donc il a repris le concept en fait de la core-valve pour en fait l'adapter à la pathologie mitrale et il est venu nous voir avec Eric Vico il y a 4 ans pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire et donc c'est de là qu'est née la collaboration pour essayer de faire une première étude chez l'homme. Donc je vous présente le système, mais il pourra en reparler. Globalement, vous voyez que la valve, c'est une cage en nitinol que vous voyez ici. Et dans ce nitinol, il y a des feuillets valvulaires qui sont en péricarde cousus à la main. Et la particularité de ce dispositif médical implantable, c'est que en fait, on va utiliser un espèce d'anneau qu'on va mettre autour de l'appareil sous-valvulaire et on va glisser en fait la valve dans l'anneau comme un nœud de cravate et c'est ce qui va permettre au système de tenir et de corriger la fuite.
Donc vous voyez ici la valve avec la cage en nitinol, les petits feuilles valvulaires que vous ne pouvez pas voir ici, et puis un maillage en dacron pour protéger les structures anatomiques. Ici, vous voyez l'anneau qui va servir en fait de support pour pouvoir sertir à l'intérieur la prothèse. Et cet anneau, en fait, il est mis par voie percutanée. Vous voyez, il est ouvert, et puis ensuite, il va être fermé autour de l'appareil sous-valvulaire, et la valve, on va venir la placer à l'intérieur. Voici un dessin. Donc vous voyez ici la valve mitrale. Donc vous voyez l'anneau qui est autour de la valve native que vous pouvez voir ici. Et vous voyez que la prothèse, on va la glisser en général par la pointe du cœur à l'intérieur de l'anneau, et elle va s'expandre et elle va prendre la place en fait de la valve native, et ça va permettre de corriger la fuite. Alors je ne sais pas si les vidéos marchent, mais vous voyez ici chez le bélier, c'était une vidéo pour vous montrer comment on met en place, en fait, si vous voulez, l'anneau autour de l'appareil sous-valvulaire. Et ensuite, une fois que cet anneau est mis en place, on va le refermer et à l'intérieur, on va glisser la valve qui va être au départ chargée dans un cathéter et qui va être progressivement délivrée par la pointe du cœur ou par une autre voie à l'intérieur de l'appareil sous-valvulaire. Donc vous voyez ici l'anneau qui est dans l'appareil sous-valvulaire, et vous voyez la valve qui est ici libérée par la pointe du cœur, et ça permet de faire un remplacement valvulaire mitral. Alors quelques cas ont été faits chez l'homme, ce qu'on appelle first in man, et à l'heure d'aujourd'hui, en collaboration donc avec la société iLife, on va conduire un essai de faisabilité chez une vingtaine de patients dans une dizaine de centres européens pour voir la faisabilité de la technique, le succès de la procédure et l'évolution clinique. Donc c'est le premier étage d'une fusée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de startups qui ont inventé des dispositifs innovants, et que finalement, il y en a très peu qui arrivent au bout. Donc c'est pour vous montrer le défi technologique du remplacement valvulaire aortique mitral, et on est très content d'avoir été labellisé et de pouvoir faire cette étude qui va être aussi une collaboration entre la PHP, Action et iLife. Donc vous voyez que Action est dans l'innovation. Je vous remercie. Jean-Philippe, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur ces valves? Alain d'Horizon. Oui, j'ai d'autres questions. La première, c'est quand les gens sont hémophiles, comment est-ce qu'on agit? Parce que du coup, finalement, on dit qu'il y a des risques effectivement pour les gens de surfluidité. Alors eux, comment ça se passe? Parce qu'ils sont intrinsèquement déjà fragiles, non? Ça dépend du degré de l'hémophilie, mais c'est rare de voir des hémophiles octo- ou nonagénaires, mais ça peut arriver. Souvent, ils meurent avant, mais ça peut arriver d'en voir. Et à ce moment-là, en fait, lorsqu'on leur implante la prothèse, on les supplémente en facteurs anti-hémophiliques pour pouvoir faire l'intervention. Et puis après, on fait l'intervention. Juste la deuxième question, c'est j'ai vu qu'effectivement, sur cette valve mitrale, en fait, on dirait que c'est des agrafes. On a l'impression qu'on va agrafer, si vous voulez, pour réparer, non? Donc là, en fait, on réduit. Le stent, c'est le contraire. Comment ça c'est? Le contraire, c'est un élargissement des... Non? Là, il y a les deux concepts, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle un petit anneau qui va servir, en fait, comme l'anneau d'une bague, qui va être autour de la valve naturelle, si vous voulez. Et à l'intérieur, en fait, on va glisser le stent qui va s'expandre. Et si vous voulez, l'anneau va servir en fait de tuteur et va permettre le centrage, l'autocentrage du dispositif médical. Jean-Philippe vous fera un dessin.